Les réflexions de Machiavel résonnaient sans cesse d'une même idée. On ne se révèle véritablement que lorsqu'on est dos au mur. Le confort n'est pas une récompense, mais un présage de malheur. Il y a 500 ans, un homme qui avait survécu à la torture, tout perdu et été exilé dans une ferme toscane, condamné à pourrir, s'assit à une table de bois brut et écrivit une lettre à son seul ami survivant. Pas un mot de plainte dans cette lettre. Il ne mendiait pas, ne suppliait pas pour qu'on le revienne. Au contraire, il exposait quelque chose de bien plus dangereux, un schéma réaliste du fonctionnement de la vie. Non pas le conte de fées que vos parents vous ont inculqué, ni le sermon prêché en chair. Non pas une histoire motivante sur le fait que le travail acharné finit toujours par payer et que les gens bien triomphent inévitablement. C'était un schéma rudimentaire de la nature humaine et du mécanisme par lequel le monde broie ceux qui refusent de le comprendre. Cet homme s'appelait Niccolò Machiavelli, et la vérité dérangeante contenue dans ses manuscrits fut déformée, édulcorée et délibérément occultée pendant 5 siècles, car le pouvoir ne survit pas lorsque le peuple commence à en comprendre les rouages. Ce que Machiavel découvrit n'était pas une doctrine politique, mais un diagnostic de la vie elle-même. À la fin de ce texte, vous porterez un regard si précis sur chaque relation, chaque échec, chaque trahison que vous aurez l'impression que la lumière a enfin été allumée dans la pièce où vous avez tâtonné toute votre vie. Pourtant, son héritage recèle un principe que la plupart des érudits préfèrent ignorer. Un principe qui transformera radicalement votre vie au cours des 10 prochaines années. Et il se révélera non pas au début, mais au moment où vous serez prêt à le percevoir. Lettre d'un mort, 10 décembre 1513. Un homme de 44 ans est assis dans le village toscan de Sant'Andrea in Percussina, à une dizaine de kilomètres au sud de Florence. Il y a à peine 14 mois, il était secrétaire de la République florentine, diplomate négociant avec les rois, commandant des milices et croisant le regard des hommes les plus dangereux d'Italie. Puis les Médicis revinrent au pouvoir. Accusé de conspiration, il fut arrêté et soumis au stropado, la torture consistant à suspendre son corps par les poignets, les liens dans le dos, jusqu'à ce que ses épaules se déboîtent. Il fut descendu par la corde à 6 reprises. Il n'avoua rien, car il n'y avait rien à avouer. Libéré, déchu de tous ses grades, il fut envoyé croupir dans la ferme familiale. Là, la plupart des gens auraient craqué. Là, n'importe quel homme ordinaire se serait laissé aller à l'amertume, à l'autoflagellation et à un lent déclin dans l'oubli. Mais Machiavel fit autrement. Dans une lettre à son ami Francesco Vettori, il décrit sa routine quotidienne. Le matin, gérer une ferme délabrée et marchander de maigres pièces avec des bûcherons. L'après-midi à la taverne, à jouer aux cartes avec le boucher et le meunier, à crier dans les villes voisines. Mesquin, vulgaire, indigne de toute dignité passée. Mais le soir venu, c'est là que la lettre autobiographique se mue en révélation. Il écrit « À la tombée du jour, je rentre chez moi et entre dans mon cabinet de travail. À la porte, j'ôte mes vêtements de jour, couverts de terre et de poussière, et revêt des habits royaux et courtois. Ainsi vêtu, je pénètre dans les salles antiques des hommes antiques, où, accueilli avec amour, je suis nourri de la nourriture qui m'appartient et pour laquelle je suis né. Écoutez encore, un homme souillé par la saleté, humilié par le destin, mis au rebut. Et pourtant, dès l'instant où il franchit le seuil de cette pièce, il refusa d'être un moins que rien. Il s'habilla pour cette rencontre. Il considérait les conversations avec des philosophes disparus comme le rendez-vous le plus important de sa journée. Et dans cette pièce, dépouillée de richesses, de statut et de pouvoir, il écrivit Le Prince, un livre qui bouleversa la conception occidentale du pouvoir, de la nature humaine et de la réalité elle-même. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que la vie même de Machiavel est la première leçon de sa philosophie. Il n'a pas théorisé sur les épreuves depuis un palais. Il a écrit un guide de survie à une époque où la vie s'acharnait à le détruire.
Et c'est là un détail souvent négligé. Il ne se contentait pas de lire des livres le soir. Il dialoguait avec les auteurs, notant ses objections, posant des questions en marge, débattant. Il ne s'agissait pas d'un apprentissage passif, mais du travail d'un esprit qui refusait de baisser les bras. Le premier principe qu'il a tiré de ce travail est le suivant. La vie récompense non pas la bonté, mais la précision. Non pas la précision du but, mais la précision de la perception. La capacité de voir les gens, les systèmes et soi-même sans les distorsions rassurantes que l'on impose à la réalité, simplement parce que la vérité sans elle est trop inconfortable. La plupart des gens meurent sans jamais avoir acquis ce don. Ils vivent dans l'idée que la loyauté est récompensée, l'effort reconnu et que l'univers possède un sens inné de la justice. La justice. Machiavel qualifiait ces personnes de matière première pour les ambitions d'autrui, non par haine, mais parce qu'il observait avec une froideur chirurgicale le fonctionnement réel du monde. Et ce monde fonctionne selon une logique étrangère à la justice. La nature de la machine. Dans les discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel formule l'une de ses observations les plus troublantes. Tous les hommes sont fondamentalement mauvais et ne se comportent vertueusement que contraints et forcés. La plupart des gens frémissent à ces mots. Cela paraît cynique, extrême et citadin. Mais il ne s'agissait pas d'un constat moral, mais d'un constat d'ingénierie. Voyez cela comme la gravité. La gravité n'est pas mauvaise. Elle ne hait pas celui qui tombe d'une falaise, elle agit simplement. C'est une force. Et si vous la comprenez, vous pouvez construire des ponts, des avions, des gratte-ciel. Si vous la niez, la terre ne deviendra pas plus molle. L'égoïsme humain est l'équivalent psychologique de la gravité. Ce n'est pas un vice, c'est un moteur. Quand Machiavel affirmait que les hommes sont mauvais, il n'entendait qu'une chose. Chaque personne, soumise à une pression suffisante, fera passer sa propre survie, son confort et son statut avant les vôtres. Non pas par méchanceté, mais par nature. Quant aux exceptions auxquelles vous vous accrochez, l'ami fidèle, le partenaire aimant inconditionnellement, Machiavel répondrait froidement et précisément. Vous n'avez tout simplement pas exercé suffisamment de pression pour vérifier cette hypothèse. Il n'y a là aucune amertume. C'est une libération, car dès l'instant où vous intégrez ce principe, vous cessez d'être choqué, vous cessez d'être blessé par le prévisible, vous cessez de blâmer les autres pour leur comportement naturel et vous commencez à bâtir votre vie sur des fondations solides capables de supporter le poids des choses et non sur les promesses illusoires d'autrui. 1494. Florence en fit l'amère expérience. Les Médicis régnèrent sur la ville pendant 6 décennies grâce à un mécénat culturel et à une manipulation financière. Lorsque Charles VIII de France envahit l'Italie avec une armée de 30 000 hommes, le pouvoir des Médicis s'effondra du jour au lendemain. Piero de' Medici, fils de Laurent le Magnifique, capitula sans combattre et remit les forteresses florentines, cherchant désespérément à sauver sa peau. Les citoyens qui avaient encensé les Médicis pendant des décennies se retournèrent contre eux en quelques heures. Le palais fut pillé, la famille exilée. On oublia l'art qu'ils avaient de financer ni les fêtes qu'ils avaient organisées. L'égoïsme se mit en marche et des décennies de loyauté s'évaporèrent comme la brume du matin. Machiavel avait 25 ans lorsqu'il en fut témoin. Il ne l'oublia jamais, et vous ne devriez pas non plus. Chaque personne dans votre vie est loyale aux conditions qui rendent cette loyauté confortable. Changez ces conditions et vous verrez ce qui était réel et ce qui était simulé. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez faire confiance à personne. Cela signifie que vous devez comprendre les mécanismes de la confiance. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une construction. Et comme toute construction, elle exige entretien, inspection et la reconnaissance honnête qu'aucun matériau ne dure éternellement sous une pression suffisante. Il est bon de s'arrêter un instant et de se demander combien de relations dans votre vie n'avez-vous jamais vraiment mises à l'épreuve?
vous fiant à votre seule confiance, la guerre dans laquelle vous êtes né. C'est là que la philosophie de Machiavel diverge de tous les discours de motivation que vous avez pu entendre. Il ne croyait pas que l'on puisse devenir tout ce que l'on voulait. Il ne croyait pas au potentiel illimité. Il croyait en quelque chose de bien plus dangereux et de bien plus gratifiant. Il croyait que la vie est une guerre entre deux forces et que votre destin dépend entièrement de celle que vous alimentez. Il appelait la première force « virtu ». Pendant des siècles, ce mot a été mal traduit par « vertu », mais il ne s'agit pas de vertu. La vertu est une force active, une fusion d'habileté, de ruse, de détermination, d'énergie, de courage et d'intelligence stratégique qui permet à une personne d'imposer sa volonté aux circonstances. C'est la qualité qui bâtit des empires et relève les condamnés. C'est le muscle qui résiste au chaos. Les érudits de la Renaissance remarqueront plus tard que le mot latin virtus dérive de vir, qui signifie mari, homme. La vertu de Machiavel n'est pas la pureté morale, mais la puissance masculine de l'action, la capacité de ne pas attendre un vent favorable, mais de ramer. Il nommait la seconde force fortuna, non pas la chance au sens moderne du terme. La fortuna est le flux aveugle, indifférent et destructeur des événements que nul ne maîtrise, la maladie, l'effondrement économique, le hasard de la naissance, une trahison inattendue, une opportunité arrivée 10 ans trop tard. Machiavel comparait la fortuna à un fleuve en crue, cruel, imprévisible, capable d'emporter tout sur son passage. Et voici ce qui ne devrait pas vous empêcher de dormir cette nuit. Il affirmait que la fortune gouverne environ la moitié des affaires humaines. La moitié. Cela signifie que la moitié de votre vie, le résultat, l'issue, la fin, échappe totalement à votre contrôle. Ni la discipline, ni la planification, ni le génie ne peuvent y changer quoi que ce soit. Mais l'autre moitié appartient à la vertu, et c'est cette moitié qui décide de tout. La plupart des gens gaspillent, ils investissent leur vertu, leur véritable capacité d'agir, dans des choses futiles, des querelles avec des inconnus en ligne, des relations mortes depuis des années, des carrières de choisies pour plaire à autrui, des habitudes qui occupent leur temps sans rien construire. Et puis, quand le sort s'acharne, quand le torrent arrive, il ne leur reste plus rien, ni digue, ni réserve, ni structure. Ils se retrouvent à découvert, implorant la clémence du fleuve. Le fleuve n'est jamais clément. Le message de Machiavel est d'une précision chirurgicale. On ne peut maîtriser ce qui nous arrive, mais on peut maîtriser notre préparation à l'avenir. Et la différence entre ces deux affirmations, c'est la différence entre une vie vécue et une vie subie. Francesco Sforza l'avait compris. Né dans une famille de mercenaires en 1401, il n'avait ni richesse, ni titre, ni sang noble. Ce qu'il possédait, c'était la vertu, une puissance stratégique brute et implacable. Après des décennies de guerre, d'intrigues politiques et d'alliances impitoyables, il devint duc de Milan, non par héritage, mais par ses actions. Opportuniste, au moment précis où la chance lui offrit une opportunité. Il observa, il attendit, et lorsqu'une brèche apparut, il agit avec une telle rapidité qu'il ne laissa aucune place à la retraite. Son pouvoir perdura car il fut conquis. Comparez cela à ceux qui héritèrent de leur position, à qui le pouvoir fut conféré par les circonstances, et vous constaterez un schéma que Machiavel a documenté à travers des siècles d'histoire italienne. Le pouvoir donné est toujours repris. Le pouvoir construit perdure. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cessez de prier pour des circonstances meilleures. Commencez à bâtir une structure intérieure qui vous rende redoutable, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Le défi n'est pas de maîtriser la tempête, mais de devenir celui qui la surmonte et en ressort plus fort. Masque et visage. Au chapitre 18 du Prince, Machiavel écrit « Chacun voit ce que vous paraissez être, mais peu perçoivent ce que vous êtes réellement. » Et ces quelques-uns n'osent pas s'opposer à l'opinion de la majorité. Il ne s'agit pas ici de tromperie, mais du fonctionnement même de la société humaine. Nous vivons dans un monde d'apparence. On vous juge non pas sur votre réalité intérieure, mais sur les signaux que vous émettez,
votre posture, votre ton, votre cohérence, les histoires que l'on raconte sur vous en votre absence. Et la vérité, aussi effrayante soit-elle, est que le signal prime souvent sur le contenu. Machiavel observe, un prince doit paraître courtois, fidèle, humain, sincère et pieux, et l'être réellement autant que possible. Mais lorsque la situation l'exige, il doit pouvoir immédiatement changer d'attitude. Non pas que la moralité soit sans importance, mais parce que la rigidité, dans un monde en perpétuel changement, est une condamnation à mort. Sur ce point, il a été mal compris pendant 5 siècles. On croit qu'il prône l'hypocrisie. Non, il prône l'adaptabilité. Prenons l'exemple d'Agathoclès de Syracuse, fils de potier devenu tyran de l'une des cités les plus puissantes du monde antique. Machiavel l'analyse avec une froideur implacable au chapitre 8 du Prince. Agathocle s'est hissé au pouvoir par le meurtre, la trahison et une cruauté calculée. Il a triomphé. Il a conservé le pouvoir pendant des décennies. Pourtant, Machiavel affirme, ces victoires ne sauraient être attribuées à la vertu. Pourquoi? Parce que les moyens employés par Agathocle ont détruit le tissu même de la confiance, indispensable à un pouvoir durable. Il a remporté toutes les batailles, mais il ne pouvait dormir sans garde à sa porte. Il régnait, mais il n'a jamais gouverné. La leçon est implacable. On peut mentir, manipuler et brutaliser pour parvenir au sommet. Nombreux sont ceux qui l'ont fait. Mais on passera le reste de sa vie à entretenir ce mensonge. Le coût énergétique de la tromperie constante est catastrophique. Tôt ou tard, le masque se confond avec le visage et l'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Le véritable conseil de Machiavel est plus subtil et plus profond. Devenir celui qui n'a pas besoin de feindre la compétence, mais qui comprend que le monde s'arrête aux apparences et qui, par conséquent, veille à ce que la surface reflète fidèlement la profondeur. Dans votre vie, cela se traduit par un principe simple qui vous épargnera une décennie de confusion. Cessez de chercher à être compris, devenez incontestable. Ceux qui passent des années à s'expliquer, à justifier leurs décisions, à défendre leurs choix, à prouver leurs valeurs, se trompent complètement de jeu. Le vrai jeu, ce sont les résultats. Le vrai jeu, c'est la compétence démontrée. Faites preuve d'une constance si implacable que l'apparence et le fond ne fassent plus qu'un. Quand il n'y a plus de décalage entre ce que vous projetez et qui vous êtes, vous devenez une perle rare, une personne que rien ne peut déstabiliser, car il n'y a tout simplement rien à exposer. Le cycle de la dévoration de la civilisation. Dans le premier livre de ses entretiens, Machiavel décrit « C'est quelque chose qui vous perturbera, car vous le reconnaîtrez dans votre propre vie. » Il observe toutes les républiques, tous les empires, tous les systèmes de pouvoir suivent un cycle dont il est presque impossible d'échapper. Le pouvoir engendre l'ordre. L'ordre engendre la prospérité. La prospérité engendre le confort. Le confort engendre la faiblesse. La faiblesse engendre l'effondrement. Et des ruines, un nouveau cycle recommence. Machiavel n'a pas inventé cette idée. L'historien grec Polybe avait décrit un cycle similaire à Anakyklasis plusieurs siècles auparavant. Mais Machiavel a ajouté ce qui manquait à Polybe. Le moteur de ce cycle est la nature humaine elle-même. La même ambition qui bâtit un empire finit par le corroder. La même soif qui anime les fondateurs dévore leurs petits-enfants. Rome n'est pas tombée sous le joug des barbares. Rome est tombée parce que les Romains ont cessé d'être romains. Le luxe a remplacé l'ascétisme. Le divertissement a remplacé le devoir civique. Le pain et les jeux avaient l'air de supplanter la discipline qui avait bâti la République. Lorsque les menaces extérieures sont apparues, la décadence interne avait déjà fait son œuvre. Machiavel observait le même scénario se répéter inlassablement, dévorant Florence, Venise, Milan, Naples, comme si le rôle avait été écrit avant même la naissance des acteurs. Considérez maintenant votre propre vie à travers ce prisme. Chacun traverse ce cycle, le plus souvent inconsciemment. Vous avez lutté pour quelque chose, construit, atteint une certaine stabilité,
Puis, lentement et imperceptiblement, le confort de cette stabilité a commencé à dissoudre la discipline même qui l'avait engendrée. Vous avez cessé de vous entraîner, d'apprendre, de vous interroger. Vous vous êtes laissé porter par le courant. Et à l'instant même où vous vous êtes laissé porter, le fleuve a débordé. La solution de Machiavel est l'une des plus paradoxales de toute la philosophie. Il affirmait que le conflit est nécessaire à la santé. Dans ses discours, il avançait une idée radicale. Les affrontements constants entre le Sénat et le peuple dans la République romaine n'étaient pas une faiblesse, mais la source de la grandeur romaine. La friction maintenait le système en vie, la tension empêchait le déclin. Appliqué à votre vie, la lutte que vous fuyez est précisément ce qui vous maintient en alerte. L'inconfort que vous détestez est votre système immunitaire empêchant les tissus de se nécroser. La dispute que vous évitez est la conversation qui pourrait sauver une relation. Le confort n'est pas une récompense, c'est une anesthésie administrée avant une opération à laquelle vous n'avez pas consenti. L'art de la nécessité. Dans les écrits de Machiavel, un mot apparaît avec une pureté quasi religieuse. Necessita, nécessité. Il affirmait « La nécessité est le grand sculpteur du caractère humain ». Quand une personne est à l'aise, elle ne révèle rien d'elle-même, car rien ne lui est demandé. Mais soumettez cette même personne à une véritable pression, privez-la de son filet de sécurité, forcez-la à agir ou à périr, et vous verrez pour la première fois qui elle est vraiment. C'est pourquoi Machiavel observe les plus grands dirigeants, les esprits les plus brillants, les stratèges les plus redoutables, presque tous ont été forgés dans l'adversité, non dans le privilège. Ce n'est pas le talent qui les distinguait, mais la nécessité qui a consumé toutes les autres options, sauf une, la perfection. Dans les entretiens, il écrit « Parfois, la plus grande sagesse est de feindre la folie, non pas parce que la folie est une bonne stratégie, mais parce que lorsque le monde vous sous-estime, lorsque l'on vous considère comme perdu, lorsque la pression des résultats disparaît, on vous offre quelque chose d'inestimable, le temps. Le temps de construire sans interférence, le temps d'observer sans être remarqué, le temps de se préparer au moment où vous sortirez de l'ombre pour vous retrouver au centre de l'échiquier politique. Machiavel lui-même vécut ainsi pendant 14 ans après son exil. Il écrivit, étudia, fréquenta les cercles intellectuels florentins dans les jardins des Orti Oricellari, composa des comédies, écrivit de la poésie et affina les observations qui allaient trop devenir la pensée politique la plus influente de l'histoire occidentale. Les érudits qui examinèrent ces manuscrits constatèrent que les brouillons du prince étaient truffés de révisions. Il réécrivit les mêmes passages 10 à 15 fois. Non par perfectionnisme, mais parce qu'il en avait le temps et ne se faisait aucune illusion quant à sa possible reconnaissance de son vivant. Rien de tout cela ne fut reconnu de son vivant. Il mourut en 1527, pauvre et largement oublié. Le prince fut publié 5 ans après sa mort, les discours encore plus tard. Il sema des graines dans un champ qu'il ne récolterait jamais. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde, car la plupart des gens ne travaillent que si la récompense est visible, les applaudissements audibles et le retour sur investissement immédiat. Machiavel appellerait cela la mentalité de serviteur. Une personne qui n'agit que sous le regard d'autrui. Une personne vertueuse agit parce que le travail lui-même est l'édifice de son être. Non pas parce qu'il sera récompensé, mais parce que sans lui, on n'est qu'un animal, réagissant aux incitations. Demandez-vous honnêtement, combien de tâches importantes remettez-vous à plus tard parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats ou que vous n'entendez pas d'applaudissements? En résumé, ce que cette histoire nous enseigne, c'est la vie telle que Machiavel la concevait. Valet, tu es né dans un monde qui te laisse indifférent, non pas hostile, mais indifférent. Une rivière ne hait pas la maison qu'elle inonde, elle coule simplement. Dès ta naissance,
Tu es entouré de gens qui t'aimeront tant que cela les arrangera et te quitteront quand ce ne sera plus le cas. Non pas par méchanceté, mais parce que l'égoïsme est le fondement de la psychologie humaine. Et ce fondement ne connaît pas de vacances. On te donne un corps qui vieillit, un esprit qui se ment à lui-même, une durée de vie plus courte que tu ne le crois, et la moitié de ce qui t'arrive sera déterminée par des forces que tu ne peux ni voir, ni prévoir, ni contrôler. La réponse à tout cela, la réponse machiavélique, n'est pas le désespoir. La réponse est la précision. Cultive ta vertu, non pas la fausse discipline des réveils et des substituts de repas, mais la vraie. La capacité de voir le monde tel qu'il est et d'y évoluer sans sourciller. La capacité de tout perdre et de préserver ton intégrité intérieure pour pouvoir reconstruire. La capacité de comprendre les gens non pas selon tes désirs, mais selon leurs actes. Préparez-vous à la fortune. Construisez des barrages avant la crue. Développez des compétences inaliénables. Cultivez des relations durables et pas seulement agréables. Épargnez en temps normal, afin de ne pas avoir à mendier lorsqu'une crise surviendra. Acceptez le cycle. Votre confort est éphémère. Votre force sera mise à l'épreuve, et au moment précis où vous croyez avoir atteint votre but, le sol se dérobe sous vos pieds. Et surtout, agissez, car le mépris le plus profond de Machiavel ne s'adressait pas aux méchants, mais aux passifs, à celui qui regarde le monde brûler par la fenêtre et se demande « Que puis-je faire ?» À celui qui possède des bras, des jambes, un esprit et du temps, et qui les passe à attendre une solution. Machiavel avertissait « Dieu veut que les hommes agissent et non qu'ils restent les bras croisés à attendre un miracle. » Que l'on croit en Dieu ou non, ce principe est d'une clarté implacable. L'univers punit l'inaction plus sévèrement que la mauvaise action. À tout le moins, celui qui a mal agi a produit des données. Celui qui est resté immobile n'a rien créé. Dans cette ferme de Sant'Andrea, couverte de boue, accablée de dettes, hanté par le souvenir de ses épaules tordues, un homme s'asseyait chaque soir, revêtait la dignité qui lui restait et bâtissait quelque chose qui survivrait à tous ceux qui tenteraient de le détruire. Il n'a pas attendu que le monde le rappelle, il a créé quelque chose que le monde ne pouvait plus ignorer. Voilà la leçon. Ni stratégie, ni manipulation, ni manœuvre de pouvoir froide et impitoyable. La leçon est la suivante. La vie vous prendra tout ce qu'elle peut. Votre seul recours est de devenir celui qui peut reconstruire à partir de ce qui reste. 500 ans plus tard, ces mots résonnent encore. Ses ennemis ne sont plus que poussière, et vous, assis là, à lire une lettre écrite par un homme mort en exil, sentez quelque chose s'éveiller en vous. Ce mouvement, c'est l'éveil de la vertu. Ne le laissez pas s'endormir à nouveau. Une dernière question. Si Machiavel observait votre vie aujourd'hui, quel serait son premier constat? La réponse à cette question est probablement le point de départ. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'ai cherché à ne pas simplement résumer la pensée de Machiavel, mais à l'analyser de manière à ce qu'elle soit applicable à notre vie actuelle. Si un point vous a interpellé ou reste obscur, faites-le moi savoir. Nous l'approfondirons ensemble. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse.